Cube Radio. Fait qu'on part la pompe. On entend le petit bruit. L'émission on. Un coup de pédale, ça devrait partir. Ce que vous venez d'entendre, c'est le moteur de la première voiture de course de Gilles Villeneuve. Il y a mis une bonne partie de ses primes de motoneige pour pouvoir se la payer. Pour la première fois de sa vie, il va monter dans une voiture de course et affronter d'autres pilotes sur l'asphalte. Et pour gagner, il ira jusqu'à miser tout ce qu'il possède, même sa maison. Encore une fois, Gilles Villeneuve y va à fond. Pour lui, il n'est pas question de freiner. Il veut devenir pilote de Formule 1 et il est prêt à tout pour y arriver. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Troisième épisode, de la neige à l'asphalte. Dans le deuxième épisode, on a vu Gilles expérimenter plusieurs types de moteurs, que ce soit en drag sur les routes de campagne ou en motoneige, où il gagne de plus en plus de courses. Et là, on arrive à l'année 73. C'est un tournant dans sa carrière, car c'est à ce moment-là qu'il fait officiellement son entrée dans le monde de la course automobile. Et Gilles va tout miser. Vraiment tout. Quand on veut s'engager sérieusement en course automobile, on ne peut pas le faire n'importe comment. Quand on conduit sur la route, ça prend un permis de conduire. Eh bien, pour poser ses roues sur une piste, il faut d'abord obtenir une licence de pilote. Gilles doit donc prendre un cours avec un instructeur. L'homme qui a donné sa première leçon de pilotage à Gilles, c'est Marc Quentin, au printemps 1973. C'est un homme à la carrière bien remplie. Il a été pilote, instructeur, commissaire de course, mais aussi analyste pour RDS. Bref, c'est un véritable passionné de course auto et moto. Et cette passion de la course, elle brûle toujours en lui, parce que quelques secondes avant de commencer l'entrevue, il regardait encore frénétiquement les résultats des courses sur son cellulaire. Et c'est avec un grand sourire qu'il m'a raconté sa première rencontre avec Gilles, il y a bientôt 50 ans. Première rencontre avec Gilles, c'était très drôle. J'ai reçu un coup de téléphone, on parle de 1973, et c'était Roger Peart, qui à l'époque était l'instructeur-chef pour la Fédération Auto-Québec. Et puis dans ce temps-là, c'était très rigide, il y avait beaucoup de procédures. Il fallait que, si tu voulais commencer à faire du pilotage, il fallait que tu ailles faire une école de pilotage, il fallait faire 3 épreuves de novice, puis là, ça te donnait une licence nationale, et là, tu pouvais aller courir avec le grand monde. Et il m'explique que, bon, il y avait un petit jeune qui l'avait appelé, puis qui avait loué la piste à Saint-Eustache, et qui avait besoin de quelqu'un pour agir comme instructeur et lui donner sa signature pour l'école. C'était moi, et puis je parle à Gilles au téléphone, il me dit, bon, ben on va être là à 8h samedi matin. Comme de fait, à 8h samedi matin, j'arrive à Saint-Eustache, et j'ai un petit bonhomme qui est là. Pour son premier cours de pilotage, Gilles ne conduit pas une voiture de course. Il est venu par la route avec sa Ford Capri à moteur V6. C'est un petit coupé, une voiture sport à 2 portes. Elle ressemble un peu à une Mustang, mais qu'on aurait passé dans la sécheuse. Alors, je serre la main, on commence, et puis dans ce temps-là, la méthode était simple. Tu sais, tu commences par faire le tour à pied. Ça, j'ai décidé de laisser faire parce que c'est plate en petit ministre. Il faut comprendre que ces gens-là, quand ils arrivent, eux autres, ils veulent piloter. Alors, faire le tour à pied, puis après ça, s'asseoir dans une chambre et puis expliquer des trajectoires, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est rouler. Bon, chacun a sa méthodologie. J'ai la mienne.
Alors là, ce que je fais, c'est que j'embarque du côté du pilote et puis je l'amène faire de l'école sur la piste avec la trajectoire prévue, là, la trajectoire classique, puis tout ça. Oui, monsieur, il m'appelait monsieur. Dans la tête, moi, je savais bien qu'il était champion du monde en motoneige. Fait qu'il avait vu mouiller, là, tu sais, c'était pas son premier barbecue. Il était déjà allé aux courses, il savait comment courir. Fait que j'ai dit, bon, ben maintenant, c'est toi qui vas conduire. Puis là, moi, j'embarque à côté comme passager. Ah, tabarnouche. Un vrai fou. Il part, puis là, la ligne rouge pour les passages de vitesse. Les passages de vitesse, il faisait des speed shifts, là, ce qu'on appelait dans ce temps-là, les changer de vitesse très vite. Il était en train de détruire la boîte, là, tu sais, je veux dire, c'était pas solide, ces voitures-là. Et puis l'affaire, c'est qu'il respectait pas les trajectoires normales. Et puis là, j'ai bien compris qu'en fait, il provenait de la motoneige. Et la motoneige, c'est comme les courses sur la terre. Tu cherches l'adhérence. Puis l'adhérence, elle évolue de tour en tour quand tu es aux courses parce que vous êtes 30 sur une piste. Puis là, tout le monde passe à un endroit, boum, il y a comme un trou là. Ça fait que là, tu passes ailleurs. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait l'adhérence. Il arrivait dans le virage, il mettait ça en travers pour le ralentir. Et puis là, il cherchait où il y avait l'adhérence. Fait que là, j'en ai profité, j'ai dit, bon, ben écoute, on va aller s'asseoir, on va aller prendre un café. Je vais essayer de t'expliquer deux petites choses. Quand tu viens en travers, en fait, tu ralentis. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a un aspect géométrique à l'efficacité d'une trajectoire. Puis là, il va falloir que tu apprennes à suivre les trajectoires. Oui, monsieur. Là, on retourne à la piste et là, tout à coup, il se calme. Puis là, il commence à aller pas mal plus vite. Et puis là, je dis, bon, ben là, on va aller manger. Oui, monsieur. Puis probablement que tu manques d'essence. Oui, c'est vrai. Bon, alors, on va faire le plein. Et puis, je me rappelle, on va s'asseoir dans un petit restaurant qui était juste 1 kilomètre passé la piste. Et puis, on avait tous les deux commandé un hamburger steak. C'est comme hier, là. Et puis, on est en train de manger. Puis là, il commence à m'expliquer son plan de carrière. Avant d'aller plus loin, c'est important de prendre un moment pour expliquer certaines choses. En course automobile, on peut s'engager avec plein de voitures différentes. Gilles, il a choisi de courser avec des monoplaces. Des voitures avec les roues complètement découvertes et où on voit le casque du pilote. Et la discipline reine en monoplace, c'est évidemment la Formule 1. En Europe, les pilotes commençaient généralement par le kart, puis ils passaient en Formule Ford ou en Formule Renault. Ensuite, il fallait aller en Formule 3 et en Formule 2 avant d'espérer aller en Formule 1. En Amérique du Nord, on pouvait commencer par la Formule Ford et continuer avec la Formule Atlantique. Ensuite, on pouvait essayer d'aller en USAC, l'ancêtre de l'IndyCar, ou en Formule 1. Et bien sûr, pour se faire remarquer, il faut gagner des courses et des championnats pour monter chaque marche avant d'arriver en F1. Et comme il y avait environ 25 voitures sur une grille de départ en Formule 1, ça ne faisait que 25 places disponibles pour tous les pilotes du monde. C'était très sélectif, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà ce que dit Gilles à son instructeur pendant le dîner. Tu sais, la question est simple, comment tu vois ça? Ben, il dit, écoute, là, j'ai la Ford, j'ai pas de misère à conduire ça tire pas pantoute. Il y avait peut-être 110 chevaux dans ce temps-là, les voitures, là, tu sais. Puis, tu sais, les gens utilisaient les mêmes pneus pendant toute la saison. C'était des sabots, là, c'était comme du bois, là. Alors, il dit ça, il dit, je vais dominer ça, là. Je pense pas avoir de problème avec ça. Puis là, il dit, la Formule Atlantique, parce que ça, c'est ce que je vais faire l'an prochain. Ça, c'est pas mal plus compliqué. Et puis, il dit, bon, ben, il dit, la première année, il dit, je vais être pas mal perdu. Mais il dit, la deuxième année, je vais commencer à bien aller. Puis la troisième année, je vais dominer. Après 3 ans en Atlantique, je vais pas mal avoir tout appris ce qu'il y a à apprendre. Puis là, je sais vraiment pas où est-ce que je vais aller. Il dit, la Formule 2, comment tu trouves ça? Ben, j'ai dit, la Formule 2, c'est une Atlantique, mais une Atlantique qui marche. Une Atlantique, je pense, à l'époque, ça frisait le 200 chevaux. Mais les Formule 2, c'était 300 chevaux. Là. C'était des 2 litres et puis c'est tous des moteurs vraiment de course. Okay? Et finalement, Gilles dévoile l'objectif ultime de son plan à Marc Quentin. Moi, ce que je veux, c'est m'en aller vers la F1. Je vous rappelle qu'au moment où cette discussion a lieu, Gilles Villeneuve est venu au circuit avec sa voiture de route et qu'il n'a même pas encore sa licence de pilote de course. Il a déjà beaucoup couru en motoneige, il a fait des courses de drag et il roule en fou sur les routes de campagne. Mais il n'a jamais participé à une compétition officielle au Canada. Imaginez un jeune qui joue au hockey dans la rue et qui va voir un entraîneur pour lui dire « Dans 4 ans, je vais jouer dans la Ligue nationale ». C'est très très ambitieux.
Mais avant d'espérer aller en Formule 1, il faut déjà commencer par la première marche, la Formule Ford. Au début de l'année 1972, Gilles est pilote de motoneige pour la compagnie Ski Roule. Il a déjà la course automobile dans la tête et il dit à un de ses collègues qu'il voudrait s'acheter une Formule Ford. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de Jean-Pierre Saint-Jacques et de sa femme Lucie. Si on commence par le commencement, j'ai rencontré Gilles à Saner en 72, au printemps 72, lors d'une fin de semaine d'école de l'ACAM, l'Association des coureurs de Montréal. Et puis, c'était l'ouverture ou la première fin de semaine sur le nouveau circuit à Saner à l'époque, là. Et puis, j'ai connu Gilles par l'entremise d'un de mes amis qui travaillait pour Ski Roule. Gilles s'est présenté là dans l'avant-midi. Je pense que moi, je testais la voiture juste après l'école, dans l'après-midi. On a discuté, puis Gilles aurait aimé avoir une voiture tout de suite, mais là, j'avais dit non, là, Lucie et moi, on se marie l'an prochain, c'est la dernière saison de course, et puis de toute façon, si tu veux, je vais te vendre tout ce que tu veux à la fin de la saison. Là, la remorque, la voiture, les pièces de rechange, et puis ainsi de suite. Gilles a acheté la voiture, il a acheté les pièces, il a acheté les engrenages, beaucoup de pièces de rechange, sauf qu'il n'a pas acheté la petite remorque parce qu'à un moment donné, je pense qu'elle était limitée un peu dans le budget. Ça fait que c'est ça. Quand il est venu chercher la voiture avec Joanne, il y avait le Pontiac 62, je pense, le Pontiac de son père, avec une petite remorque ouverte. Et puis, j'avais donné tout le matériel qui allait avec ça, là. Il me semble que c'est aux alentours de 3000, 3200 ou quelque chose comme ça. Pour vous donner une idée, 3 000 $ en 1973, ça représente environ 19 000 $ aujourd'hui. C'est une grosse dépense pour un jeune homme dans la vingtaine, mais ça reste accessible. Gilles a payé ça avec les bourses des motoneiges l'hiver. Il a montré son argent pour s'acheter une voiture de course. Puis c'est comme ça qu'il l'a payé, là, je pense. On est venu amis. Quand il est venu chercher la voiture, il y avait beaucoup de questions à poser aussi sur la voiture, puis ainsi de suite, patati patata. C'est comme ça qu'on est devenus amis, parce qu'on se voyait souvent, on se parlait souvent, puis Lucie et moi, on descendait à Berthier assez souvent quand même cet hiver-là, là, pour aller bricoler sur la voiture, travailler avec les gauges d'alignement, puis la mécanique. Mais Gilles, t'avais pas besoin d'expliquer 4 fois ou 3 fois. Une fois, c'était assez. 2 fois, tu l'énervais, là. Il avait déjà compris la première fois. Mécaniquement, Gilles était bon, hein. Puis il comprenait rapidement, là. Il avait fait du drag, je pense, un peu, puis il a fait un peu toutes sortes de choses avec les voitures. Mécaniquement, il savait comment une voiture réagissait, s'il se mettait les barres de torsion plus dures, plus molles, puis ci, puis ça. Mais vraiment spécifiquement à une Formule Ford. Et non, c'était nouveau là, pour lui, là. Mais il avait appris ça dans tout l'hiver, là, dans le poulailler à Vertier, là, chez son père, là. C'est quand même assez amusant de s'imaginer Gilles utilisant le poulailler chez ses parents pour bricoler sa Formule Ford. Mais ça colle bien à l'image de patenteux qu'on se fait du jeune Villeneuve. Peu importe l'endroit où on prépare sa voiture, ce qui compte, c'est d'atteindre son objectif. Et avec Jean-Pierre Saint-Jacques, il a trouvé la personne idéale pour tout savoir sur cette voiture, puisque c'est lui qui l'a fabriquée. Commencer un peu comme dans la cave chez mon père à Verchères, et puis moi je travaillais dans le jour, mon père préparait des tubes, coupait, puis j'avais fait des plans que j'ai d'ailleurs encore, j'ai oublié de te montrer. J'ai les plans de la Ford, là. Et puis, quand je travaillais de nuit, on usinait des pièces de Formule Ford, là, tu sais, parce que j'avais pas d'outillage chez moi, là. Avec l'aide de son père, Jean-Pierre Saint-Jacques va assembler 5 voitures. Cette monoplace de fabrication québécoise, il la baptise la Magnum. Gilles a acheté la MK3, la voiture que vous avez entendue en introduction. Oui, ce son-là. Dès le début de la saison 73, les performances de Gilles sont impressionnantes. Pour Jean-Pierre Saint-Jacques, son comportement sortait déjà de l'ordinaire. Gilles, c'était une personne vive, là. Tu
C'est tout de suite. Il voulait tout de suite, là, autant que possible. Et puis, je m'étais dit, ouais, il sait peut-être pas c'est quoi de la course de formule, là. Et bon, j'ai changé d'idée le printemps suivant, à Saner, justement, aussi. Je te disais, là, il apprenait vite, là, en course, c'était pareil, là. La première fin de semaine, regarde, fini deuxième quand même, là. J'ai jamais fait de course, là. Hein? Tout ce qu'il avait fait, c'était une école à Deux-Montagnes à l'époque, là. Son style de pilotage, il était spectaculaire à Saner, la première course, là. Il était sur ses speed bumps, là, à tous les coins, dans le gazon un peu, puis il était pas délicat avec la voiture, là. Heureusement que la voiture était très solide, là. Mais, tu sais, si ça avait été peut-être une Lotus ou un autre, là, je suis pas sûr qu'il aurait tout fini ses courses, là. Gilles, sa force a toujours vu à cause de la motoneige, probablement. La glisse, là, il était habitué, là. Fait que la glisse sur 4 roues, pour lui, c'était pas un problème. Il était souvent sur la glisse. Et puis, sur la pluie, c'était encore comme un poisson dans l'eau, là. Ça, c'est sûr. Sur la pluie, Gilles était difficile à battre, là. Mais il aimait ça. Des gens disent qu'il a gagné 9 courses sur 10. D'autres disent 7 sur 10. Vraiment, je peux pas m'en souvenir. Puis j'ai cherché déjà dans le passé, puis... Je suis pas sûr, là, mais c'est sûr que c'est pas moins que 7 courses. Il a fini 10 courses, là, avec le Magnum. Là, ça me faisait un petit chaud au cœur. Là, la voiture fabriquée par un Québécois, là, du Québec, là, pas une Lotus, là, ou d'autres marques. Là, c'était le fun. J'ai moi aussi cherché des archives pour trouver combien de courses Gilles avait gagné en 73. Et j'ai pas trouvé la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'année 73, Gilles est champion du Québec de Formule Ford avec une voiture fabriquée au Québec et pour sa première saison en course automobile. Gilles avait dit à son instructeur Marc Quentin qu'il gagnerait facilement en Formule Ford. Il a eu raison. Mais il avait aussi dit que la Formule Atlantique, ce serait une marche beaucoup plus haute à monter. Et il s'était pas trompé. Richard, mon amour, c'est l'heure de l'apéro! OK, si tu me demandes ça comme ça, là, j'irai pas prendre l'apéro avec toi. Cette dynamique vous manquait? Les voilà de retour. Le couple Durocher-Martineau vous propose maintenant de prendre l'apéro avec eux et un invité. Parce que t'es un petit peu baveux, puis moi, je suis un petit peu baveuse. Fait que l'idée, c'est de prendre l'apéro avec des invités, puis de les gosser un petit peu, mais sur un ton sympathique, évidemment. L'apéro piquant, le nouveau balado de Richard Martineau et Sophie Durocher. Une production Cube Radio, disponible sur cube.ca et l'application Cube. Pour la saison 1974, Gilles ne veut pas acheter une voiture comme en 73. Il cherche à piloter pour une écurie qui existe déjà. Il contacte Chris Harrison, qui dirige une équipe qui s'appelait Écurie Canada. Le problème, c'est que piloter en Formule Atlantique, ça coûte une fortune. À ce moment-là, Gilles vient de remporter le championnat du monde de motoneige à Eagle River, au Wisconsin. Ça lui permet de gagner de l'argent. Il a aussi revendu sa Magnum de Formule Ford, mais ça suffit pas. Il doit se rendre à l'évidence, il n'a pas un budget suffisant pour courir en Formule Atlantique. Pour une saison complète en Atlantique, Chris Harrison lui demande un chèque de $50 000. Sauf que $50 000 en 1974, ça correspond à $294 000 en 2022. À ce moment-là, Gilles a 24 ans et il n'a évidemment pas le $50 000 à la banque. Je le rappelle, c'est l'équivalent d'environ $300 000 aujourd'hui. Pour payer, il va prendre une décision incroyable. Il va vendre sa maison. Rien de moins. Et 3 jours plus tard, il apporte un chèque de $50 000 à Chris Harrison. Il faut aussi se souvenir que son fils Jacques a 3 ans, sa fille Mélanie 1 an, et qu'en vendant sa maison, il prend un gros risque financier. Surtout qu'avec cette somme, Gilles achète le droit de courir pendant une saison. Une seule saison. Et en plus, la voiture ne lui appartient même pas. C'est une sorte de location de voiture. Donc le but de Gilles, c'est de réaliser des bonnes performances en 74 et d'intéresser des commanditaires pour continuer à financer sa carrière.
Mais sa première saison va vraiment pas se passer comme prévu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une Formule Atlantique est une voiture beaucoup plus exigeante qu'une Formule Ford, et il y a beaucoup plus de possibilités de réglage. Comme me l'a expliqué le pilote Richard Spenard, qui a été le coéquipier de Gilles pour Écurie Canada en 1977. C'était hyper performant comparé à une Formule Ford. Nous, on passait d'une Formule Ford à 95 chevaux à une Formule Atlantique à 225-230 chevaux, à peu près pour le même poids. Alors, c'était hyper performant. Accélération très vive. Et puis, c'était un peu comme une Formule 2 à l'époque qui était populaire en Europe. Donc, il faut apprendre le pilotage, les réactions de la voiture, mais aussi comment la régler convenablement. Sauf que, comme vous vous en doutez, ses adversaires qui courent déjà en Formule Atlantique, ils vont pas lui faire de cadeaux. Pour ses débuts, tout se passe très bien, puisqu'il monte sur le podium en terminant 3e à Westwood, en Colombie-Britannique. Mais c'est son seul coup d'éclat de l'année. Il abandonne lors des 2 courses suivantes et sort violemment de la piste à Mosport. Sa voiture est très abîmée, mais surtout, il se brise la jambe gauche. Ça l'empêche de courir à Sanner 2 semaines plus tard, et il devait aussi manquer la course suivante à Terre-Neuve. Gilles, fidèle à lui-même, va casser une partie de son plâtre alors que sa jambe n'est pas totalement guérie. Il va ensuite se rendre de Berthierville jusqu'à St. John au volant de sa Mustang à boîte manuelle pour endurcir sa jambe gauche. Arrivé au circuit, il essaye de reprendre le volant de sa Formule Atlantique. Finalement, il prendra pas le départ de la course à cause de sa blessure. Mais ça vous donne une bonne idée de sa détermination. Ou comme dirait son ami Daniel Hood, de sa niaque. Finalement, il termine sa première année en Formule Atlantique à la 16e position sur 20 pilotes classés. À la fin de l'année 74, la situation est critique. Gilles a vendu à peu près tout ce qui lui appartenait et n'a plus un sou pour courir la saison suivante, en 1975. Dans un livre écrit il y a une quinzaine d'années, Johan Villeneuve explique que Gilles était très malheureux de cette situation. Et contre toute attente, alors qu'ils n'ont pas d'argent, Johan lui dit de commander une Formule Atlantique et 2 moteurs en Angleterre. Pour l'argent, ils finiront bien par trouver une solution. On parle souvent de la volonté de Gilles et de sa détermination à toujours regarder en avant. Mais on évoque moins souvent le soutien inconditionnel de sa femme. Beaucoup lui auraient dit de se trouver un travail et d'arrêter ses histoires de course automobile. Au lieu de ça, elle l'a poussé à continuer alors qu'ils n'ont même plus de maison. On peut aussi imaginer l'angoisse qu'ils pouvaient ressentir tous les deux, en sachant qu'une voiture s'en vient au port de Montréal et que pour le moment, ils n'ont pas un sou pour la payer. Pour courir en 75, Gilles essaye de trouver des commanditaires par tous les moyens, y compris dans sa propre famille, comme me l'a expliqué son cousin, Normand Coupal. Quand il a fait venir son Atlantique, il est venu s'asseoir avec mon père. Mon père, lui, faisait de la livraison d'huile à chauffage. Il avait un camion, puis on faisait la livraison de l'huile de porte à porte, ces choses-là. Puis c'était bien vu dans le temps, là. Même si tu faisais 1 cent du gallon, pas du litre, là, du gallon. Et Gilles était venu pour lui demander s'il pouvait y avancer 5 000 $. Mon père l'a reçu bien comme il faut. Et il est parti, puis il est allé dans son bureau. Il est revenu avec ses livres. Puis il a ouvert les livres devant Gilles, puis il a dit « Tiens, Gilles, t'es intelligent, regarde ça. » Fait qu'il a dit à mon père « Et je vous remercie, mon oncle, et je comprends. » Mon père a dit « Écoute, avoir les moyens, c'est sûr, je le ferai. Mais j'ai pas les moyens. » Fait qu'il était reparti avec tout ça. Puis moi, ce que j'ai su, il y avait une commandite de 7-Up, une petite commandite, puis il avait reçu la confirmation de cette commandite-là par un téléx. Semble-t-il, il a envoyé ça chez March, en Angleterre, mais au lieu de 2500 ou 250, il lui a mis quelque chose comme 25 000, montrant qu'il y avait cet argent-là. Et ils ont mis ça sur le bateau, puis là, ils ont envoyé le bateau. Et lui, il savait que là, ça s'en venait, que le bateau était pour arriver au port de Montréal avec la formule et moteurs et compagnie.
mais pas une scène. Sans argent pour payer la voiture qui est en route pour Montréal, Gilles retourne voir sa banque et réussit à obtenir un prêt de 50 000 $. Sans maison et sans bien de grande valeur, il a dû se montrer très convaincant. Mais quelques jours plus tard, la chance lui sourit puisque la compagnie Skiroule lui propose de revenir piloter pour eux en motoneige. Gilles accepte, à condition que l'entreprise commandite aussi sa saison de Formule Atlantique en 1975. Skiroule signe le contrat, ce qui lui permet de payer la voiture et de continuer à faire vivre sa famille. Mais pour dépenser le moins d'argent possible, Gilles fait appel à ses amis et à sa famille pour venir l'aider pendant les courses. Mais la plupart ont un travail qu'ils ne peuvent pas lâcher pour le suivre jusque dans l'Ouest canadien ou dans les Maritimes. Donc Gilles fera l'année essentiellement seul, en étant à la fois pilote et mécanicien. Et comme me l'a expliqué Richard Spénard, qui a plusieurs courses à son actif en Formule Atlantique, c'était assez courant à l'époque. J'ai l'impression que Gilles avait eu de la difficulté à avoir des commanditaires. C'était à la toute dernière minute qu'il a décroché Skiroule. Il avait une voiture verte. Et puis à ce moment-là, il faisait sa préparation lui-même. Puis je me souviens, c'était fou son horaire, là, parce que on était pratiquement à moins d'une semaine de la course. Et puis il était encore à Montréal, puis il fallait qu'il conduise jusque là-bas pour faire sa première course. Tu sais, on était au Canada, alors il n'y avait pas beaucoup de participants canadiens, c'était surtout des équipes américaines. Je pense qu'on était 3 ou 4 Canadiens au sein de toute la série Atlantique à ce moment-là. Il y avait plusieurs Européens, il y avait beaucoup d'Américains, mais on était très peu de Canadiens. Alors, les équipes, à part d'écurie Canada, c'était tous des équipes individuelles, c'est-à-dire c'est toi qui étais le propriétaire de ton auto, tu t'engageais ou tu avais des amis qui entretenaient ta voiture. Mais tu sais, on était à l'époque où les testings ou les sessions de pratique n'existaient à peu près pas. On n'avait pas de budget de toute façon pour les faire. La préparation était quand même minimale parce qu'on faisait pas tant de millage que ça, parce qu'on faisait pas beaucoup d'essais. Et entre deux courses, Gilles se rendait souvent chez un de ses oncles à Chambly, pour bricoler la voiture, mais aussi pour la tester d'une manière plus ou moins légale. C'est son cousin Normand Coupal qui me l'a raconté. La Formule Atlantique, la Skiroule, ben, c'était mon oncle Henri qui a peinturé. Le mot Skiroule qui était sur le nez en avant, ça avait été fait à mitaine, ça, avec mon oncle. C'était pas des stickers là, collés. C'est mon oncle Henri qui avait peinturé ça. Puis il a testé sur le Grand Boulevard à Chambly, le soir. Il sortait la formule, il s'en allait vers le fond de Chambly. Il partait, puis il allait tester ça, comme pas tout à fait le jour. Mais il y a des gens qui l'ont vu, parce que le Grand Boulevard, il n'était pas habité, cette partie-là, il y avait peut-être 2-3 maisons, pas plus que ça. Fait qu'elle revirait au bout, il revirait ça de bord, puis il s'en revenait. Fait qu'il faisait ça 2-3 runs comme ça, puis là, il rentrait dans le garage chez mon oncle, puis là, il tripotait après ce qu'il avait à faire, puis bon, c'est comme ça. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un, le son, tu sais, tu l'entends, là, t'as beau être n'importe où à Chambly, là, puis quand tu entends virer ça, là, tu te dis, oh, il y a quelque chose qui se passe en quelque part, c'est quoi? Fait qu'il y en a qui l'ont su, et là, la police est venue. Et là, ils ont dit, faites quoi? Hein? Tu testes ça dans... Ouais. Ben, ils ont dit, tu nous appelles. Pourquoi? Ben, on va s'assurer qu'il n'y a pas personne, puis on va fermer le chemin, puis de même, tu pourras le tester. Ça fait que c'est ce qu'il faisait. Il appelait la police, puis il disait à la police, OK, je vais aller tester ça. Parfait. Et il sortait le Skiroule, bing, bing, bang, il tirait peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais plus combien de fois. Là, il rentrait ça chez mon oncle Henri, puis c'est ça. C'était des choses fous, là, je veux dire, dans ce temps-là. Aujourd'hui, essaye pas ça, parce que même avec un go-kart, ça va pas bien. Je vous le confirme, si vous voulez débuter en sport automobile, n'utilisez pas un boulevard pour tester votre voiture avant une course. La SQ risque d'être beaucoup moins gentille qu'au milieu des années 70. En 1975, Gilles part avec le désavantage de devoir conduire et faire la mécanique de la voiture, alors qu'il n'avait qu'à piloter l'année précédente. Mais ses résultats s'améliorent petit à petit jusqu'à la course de Gimli, au Manitoba. Qualifié seulement 19e, il fait pas vraiment partie des favoris. Mais ce jour-là, la course a lieu sous la pluie. Mais pas une petite averse, un déluge. Il faut s'imaginer une piste complètement mouillée et un rideau de pluie à traverser à haute vitesse.
Un handicap pour beaucoup de pilotes, mais pas pour Gilles. Avec toutes les courses de motoneige qu'il a faites, il a l'habitude d'évoluer dans un brouillard de pluie ou de neige. Il remonte tous ses adversaires et remporte la course avec une large avance sur ses concurrents. Beaucoup plus rapide qu'en 74, Gilles termine finalement la saison à la 5e position, 11 de mieux que l'année précédente. Mais il faudra attendre l'année suivante pour qu'il domine finalement en Formule Atlantique, comme il l'avait prédit. Pour l'année 1976, Gilles repart avec l'écurie Canada, la même équipe qu'en 74. Il conserve aussi la même entente avec Skiroul, une commandite qui lui permet de courir une nouvelle saison en Formule Atlantique. Il achète une grande caravane pour loger toute sa famille et débute la saison 76 de manière incroyable. Il remporte toutes les courses sauf une, où il abandonne à cause d'une panne mécanique alors qu'il était encore en tête. S'il continue à ce rythme, il va pouvoir remporter le championnat avec une large avance sur ses concurrents. Et avec ce titre en poche, il s'approche enfin de son rêve, celui de courir en Formule 1. Mais la vie de Gilles est un vrai film hollywoodien. Alors que toutes les planètes semblaient alignées, Skiroul fait faillite. Pour Gilles, c'est une catastrophe. Sans l'argent de sa commandite, il ne peut plus courir. Chris Harrison, le patron d'écurie Canada, lui explique qu'il a besoin de 5 000 $, l'équivalent de 24 000 $ aujourd'hui. Et comme vous vous en doutez, Gilles ne les a pas. Pour lui, c'est un retour à la case départ. Il faut trouver une solution. Mais comment faire pour trouver tout cet argent en si peu de temps ? Il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. J'aimerais remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr, toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.